Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride, puisque les nouvelles facs de Warhammer Age of Sigmar sont arrivées. On les attendait impatiemment depuis le manuel du général 2019, puisqu'on avait eu comme oublié les Skaven, Khorne, les Flesh Eaters courtes, les Gloomspite Guides, donc les Goublins, les Edonet of Slaanesh et les Fire Slayer. Ici, on va le voir, il y a très peu de changements sur certaines factions et beaucoup sur d'autres, avec notamment les changements des coups en points qui vont dicter le méta de cette année. Avant de rentrer dans ce qui va vraiment être structurant, en commençant par Forbidden Power, on va parler de ceux qui n'ont quasiment pas eu de changement, à savoir les Edonet of Slaanesh. Par rapport à la dernière fac qui était sortie, il y a principalement la clarification sur l'Enraptureness, qui dit que quand vous en avez 3, vous avez 3 fois 1 point de dépravation en fait, et pas 3 fois 3, ce qui empêche le craquage absolu des 9 Enraptureness qui donnent 81 points de dépravation. Ça n'en donnera entre guillemets que 9 par tour. Et de manière globale, en fait, ils expliquent que quand vous avez des figurines qui comme ça vous donnent aux joueurs des aptitudes, vous l'avez une fois par figurine. Et chacune ne se prend pas en compte. C'est pas exponentiel. C'est pas exponentiel. C'est carrément plus cohérent en fait en termes de plaisir. Après, il n'y a pas de changement sur les coups en points, parce que c'est quand même un Battle Tome comme les Fire Slayer qui est très récent, donc ils n'ont pas assez de recul pour voir ça. Tu viens de parler des Fire Slayer, ben, eux aussi on va passer dessus, mais proprement, assez rapidement, puisque la seule clarification pertinente est le fait qu'il précise que quand un personnage connaît plus d'une prière, il peut bien tenter de les manifester chacune d'elles. Il n'est pas limité à une seule. Il y avait un petit souci au niveau du wording, tout comme côté Khorne, et là au moins c'est clarifié. Oui, on ne se posera plus la question. Pour clôturer les sujets des personnes de petite taille, je vous invite quand même à regarder le White Dwarf, puisque vous avez dans celui-ci un personnage nommé un Runefather sur Mamadroth monté, ainsi que 3 nouveaux bataillons pour la loge des Vostarg. Il est bon. On passe maintenant dans ce qui va vraiment être structurant. On commence par la Big Fac du manuel du général 2019, sur lequel ils ont modifié pas mal de choses. Il faut souligner noter que sur notre review du manuel général, on s'était trompé sur l'ordonnancement au niveau de la mise en place des différents décors. On pensait qu'il y en avait 5 pour les 2 joueurs, alors qu'en fait c'était 5 par joueur. Et en mise en pratique, on se rendait compte que très souvent, le joueur ne pouvait pas placer son décor de faction. Ouais, quasiment tout le temps même en fait. Si on plaçait vraiment bien les décors, à 6 pouces du bord du champ de bataille, comme c'était expliqué, à 6 pouces les uns des autres, on pouvait créer des zones d'interdiction et de répulsion en fait, qui faisaient qu'on ne plaçait pas les décors. C'était un peu dommage, sans compter que les Gnolls, Skaven ne pouvaient pas être posés du tout, parce qu'ils devaient être posés à plus de 6 pouces du bord de table et à moins de 8 du bord de table et qui faisaient plus de 2 pouces de large. Bon, ça au moins c'est réglé. Alors malheureusement, entre guillemets, pas le coup des 10 décors, on en posera toujours 10. À noter qu'on peut même monter maintenant jusqu'à 18 pouces de haut et plus seulement 10, parce qu'il y a des décors qui étaient donc pas jouables, des décors vendus par Game Workshop, donc ça a été changé. Mais les zones de répulsion sont quand même plus courtes. Voilà, c'est-à-dire que pour les décors classiques, vous devez les poser à 3 pouces du bord du champ de bataille et plus 6. Vous devez toujours les poser à 6 pouces les uns des autres. Ça va pas changer. Ça évite de faire des goulots, d'étranglements un peu trop violents. Et vous pouvez les poser à jusqu'à 1 pouce des objectifs au lieu de 3. Donc ça libère quand même pas mal de place. Pour les décors de faction, donc vous n'avez plus de limitation par rapport au bord de table. Donc vous pouvez les coller vraiment à votre bord de table. Et c'est 3 pouces des autres décors et plus 6, qui réduit encore une fois beaucoup les zones. Par contre, là, ça reste à 3 pouces des objectifs et pas 1. Voilà, donc ces clarifications vont dans le bon sens, enfin ces modifications d'ailleurs, vont dans le bon sens parce que ça permet quand même d'avoir des tables qui sont un peu plus jouables et de poser nos décors de faction. C'était quand même très dommage d'interdire par exemple le Flayn of Slaanesh ou les Gnolls qui sont intrinsèquement liés à la manière de jouer l'armée. C'est-à-dire le Slaughterpriest de Khorne, quand tu n'as plus l'altar, pour relancer ses prières, il devient tout de suite très mauvais. Voilà. Donc c'était quand même dommage de nerfer quelques armées qui ne le méritaient pas, les Gloomspite notamment, qui a quand même un énorme Loon Shrine qui pouvait quasiment plus le poser. Ça a été changé, ça c'est bien. Et en fait, c'est vraiment positif de se rendre compte que Game Workshop a fait des efforts, on va dire, pour mêler équilibrage du jeu, harmonisation au sein des décors de faction et des autres décors, et qui sont vite retournés sur leurs pieds, en fait, justement, en se disant que là, il y a un petit trou dans la raquette, ou en tout cas que certaines personnes, puisque c'est pas tout le monde qui, en mettant les décors d'une certaine manière, empêchait l'autre de jouer. On va maintenant passer à Forbidden Power. Il y a eu 2 modifications, mais une qui est vraiment majeure, le reste va être que de la clarification. Ça va être la modification de la charte d'unité du Loken the Soulseeker, puisque l'unité que vous placez ne peut pas se déplacer à la phase de mouvement suivante. Alors on est passé d'un très bon sort. Pour rappel, excuse-moi, mais c'était le bateau qui permettait à l'unité de se téléporter. Ouais, en fait il bougeait de 12 au début, et l'unité qu'il avait téléportée, en prenant une âme au passage, vous tuiez quelqu'un. L'unité arrivée de l'autre côté, elle pouvait rebouger derrière. Ce qui permettait notamment, on en avait parlé au niveau des Iron Jaw, d'avoir une seconde FEP. Maintenant, ils ne peuvent plus bouger derrière, donc en fait, ils vont arriver comme le pont à 9 pouces de l'adversaire, après, il faudra réussir la charge derrière. C'est quand même un gros nerf pour ce Endless Spell, qui était vraiment très fort. Mais ça a peut-être plus valu le coup de le passer à 100 points pour qu'on le paye vraiment cher et qu'il garde cet effet-là, plutôt que d'en faire un pont bis. Parce qu'au final, maintenant, c'est un pont bis qui vous tue une figurine et qui vaut 20 points de moins.
Voilà. On a fait le tour de tout ce qu'il y a en amont des factions. On va rentrer dans le dur des ups ou des nerfs. Malheureusement ou heureusement pour le méta, on va commencer par un nerf. On va parler de la faction des Skaven, faction de cœur d'énormément de joueurs. C'est même assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont juste rouvert leur placard et qui sont retournés dans l'univers d'Age of Sigmar grâce au fait d'avoir dépoussiéré ce Battle Tome là. Ici, un des sorts super structurants du Battle Tome, à savoir le Warp Lightning Vortex, voit sa portée maximale divisée par 2, puisqu'il pouvait se lancer jusqu'à 26 pouces et maintenant il est descendu à 13 pouces. En général, on n'aime pas quand c'est div 2, que ce soit au niveau du coup en point ou au niveau d'un sort, ça montre que ça avait été écrit avec les pieds. Là, qu'est-ce que tu penses de ce nerf? Est-ce que ça va casser certaines synergies ou finalement c'était juste un sort pété? En fait, c'était un sort qui était extrêmement fort parce qu'il touche au mouvement et qui met beaucoup de mortels et qu'en fait 26 pouces, vous pouviez quasiment le mettre directement tout rang dans la zone de déploiement de l'adversaire. Et en fait, ce sort donnait un démarrage de partie très impactant au Skaven. Le fait qu'on puisse plus le placer directement chez l'adversaire, on va beaucoup moins le voir, voire peut-être même plus le voir du tout. Parce qu'en fait, payer 100 points pour un sort qui peut ne pas être impactant s'il n'est pas lancé tour 1, parce qu'au final, si on le pose tour 1, l'adversaire va passer au tour. Même si la zone de mortel est assez grande, il ne sera pas impacté par les zones de ralentissement du mouvement. Et si on le pose T2, son impact sera quand même moindre. Donc est-ce qu'il vaudra toujours 100 points? C'est ça la vraie question. Donc c'est vraiment un gros nerf, peut-être un peu trop violent. Après, il ne pouvait pas toucher son coup en points. Il était déjà à 100 et jusqu'à présent, on n'a aucun de les spells qui vaut plus de 100 points. Donc ils auraient pu le passer à 120 ou 140, mais ça aurait cassé un peu la règle tacite de se dire un de les spells ne vaut pas plus de 100 points. Et après, on est sur du Skaven, donc des multiples de 13 en fait. Donc il s'est passé de 26 à 13. C'est rigolo de y a se pas dire de que là, juste c'est milieu, le quoi. fluff qui a porté le nerf en fait. Parce que en fait, 16 pouces aurait été cohérent sur une table et surtout sur les nouvelles zones de déploiement qu'on a avec le manuel général. C'est vrai qu'on a pas mal de zones à 18. Alors sur les nouveaux scénarios à 18, la portée de 13, elle permet quand même de gêner le gars. Par contre, dès que vous êtes sur un scénario à 24 ou sur les scénarios où on est éclaté sur les bords de table et tout, passer de 26 à 13, ça a quand même tout changé. Donc ce sort a été quasiment auto-inclus dans toutes les armées Skaven. On le verra certainement moins. Surtout qu'en plus, la plupart des unités vraiment très jouées ont toutes monté en points, donc il va falloir trouver des points, mais c'est peut-être sur ce spell-là qu'on ira les chercher. D'accord. Il faut aussi noter qu'une modification qui impacte les Skaven n'est pas présente dans ce document, il est présent dans le document qui parle des socles et de l'harmonisation aussi, de toute la normalisation autour des figurines réelles. Là, ils ont touché au Gloubadier. Ouais, ils ont touché au Skryr Acolyte. Alors ça fait un petit moment, mais on en parle maintenant parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler plus tôt. Ils sont passés en 32 mm en fait, au lieu de 25. Et c'est un nerf hyper intelligent. Quand tu tires à 8, le fait de ne pas pouvoir justement te coller à moins d'un pouce... C'est un nerf qui ne touche pas les points, c'est un nerf qui ne touche pas la charte d'unité, mais touché au soclage, c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'importance du 25 par rapport au 32. Ça rend l'unité moins facile à jouer, plus difficile à synergiser et plus difficile à mettre les 30 en 32 à portée de 8 pouces pour tirer. Donc c'est un nerf intelligent des globadiers. Du coup, ils n'ont pas touché à leur coup en point, ce qui est une bonne chose. On va maintenant parler de leur coup en point. C'est globalement une prise de coup en point, en général de aller entre 8 et 12%, mais il y a quand même quelques unités qui ont baissé. Là, on va commencer par la Elpit Abomination, qui est passée de 220 à 240 points. Alors, c'était intrinsèquement un très bon monstre pour 220 points. Maintenant, on la voyait peu parce qu'elle ne rentrait pas dans les builds de liste classiques. Donc en fait, l'avoir fait monter, je pense qu'on ne la verra pas plus. Même si le reste des armes échanges et que peut-être les buis Pestilence basés sur des hordes de moines de la peste, on va moins les voir. C'est peut-être un peu dommage ce up sur l'abomination. En elle-même, elle vaut 240. 220, c'était pas assez cher. Mais le problème, c'est que sa place dans les armées Skaven fait que on la verra peut-être pas plus maintenant. C'est un peu dommage. Ensuite, on a le Greyseer qui est passé de 160 à 140 points. Bon, ça c'est une augmentation logique pour un sorcier niveau 2 qui peut passer des sorts à 3d6 en grignotant des fragments de malpierre, qui a accès à un très très bon domaine de sorts avec deux sorts qui sont vraiment très forts. Un qui touche au mouvement et l'autre qui permet aux figurines de tuer, de taper quand même avant de mourir. Donc ça, autant dire que c'était extrêmement fort sur les moines de la peste. C'était plus que prévisible quand tu vois ce qu'ils ont fait aux autres personnages et aux autres sorciers. Voilà. Donc lui, il le mérite clairement. Ensuite, on va avoir le Greyseer sur Screaming Bell qui est passé de 200 à 220 points. Et lui aussi, quand tu lui mets le bon trait et ainsi de suite, le mec il est en 5+, il casse les couilles. Il pouvait bien tanker, il fait quand même pas mal de blessures mortelles. Il y a toujours l'effet qui se coule du double 6 qui invoque un Deceiver ou n'importe quel autre type de Verminarch qui est très fort. Pareil, une augmentation logique. Ensuite, on va avoir le Lost Scratch Vermin King qui est passé de 300 à 320 points. Lui, il a pris le tarif que tous les Verminarch vont prendre, à l'exception du Deceiver. Ils vont tous prendre 20 ou 40 points. C'est peut-être celui qui les méritait le moins, celui-là. Ensuite, on va avoir le Plague Priest sur Plague Furnace qui est passé de 180 à 200 points. C'est pareil, c'est une des forces des Skaven, c'est d'avoir des grosses bulles d'immunité Battle Shock. Lui, il en conférait une, comme la cloche, donc il a monté aussi, c'est logique.
On continue avec les gros, avec le Vermin Lord Corruptor qui est passé de 260 à 280 points. Dans la foulée, on va avoir la version Warbringer qui est passée de 260 à 280 et la version Warp Spear qui elle aussi est à 260 historiquement et elle par contre est passée à 300 points. Donc tous les profils se sont vus augmenter. Par contre avant ils étaient quasiment tous autour des 260 et maintenant on va dire qu'il y a une adaptation plus cohérente par rapport à l'échelle de puissance. Alors pour le Corruptor, ça se comprend parfaitement parce que c'est quand même un sorcier de niveau 2 qui n'était pas déconnant au corps à corps. Il a été clarifié qu'on pouvait utiliser un Gnoll pour téléporter un personnage et après utiliser évasion sur lui pour se rebarrer derrière. Donc c'était quand même particulièrement fort avec le Corruptor qui a un sort qui fait très mal, qui fait div 2 sur unité parce qu'il met une mortelle sur 4+. En fait, en touchant une figurine, ça cible tout le régiment, contrairement au Gone Summoner qui doit avoir des figurines à portée. Donc lui était vraiment très fort, il prend 20 points, c'est logique. Le Warbringer n'était pas énormément joué, donc lui le voir augmenter, j'ai pas trop compris. Limite, il aurait peut-être pu bénéficier d'une baisse ou au moins rester comme ça. Par contre, le Warp Seer qui prend 40 points, c'est cher, mais il les mérite. Parce qu'en fait, c'est un perso qui a un très bon spell, encore une fois, qui touche le mouvement et qui fait mal. Et qui était un tank monstrueux. Parce qu'en fait, il a une sauvegarde à 4 relançable avec son orbe et une invue à 5 derrière. En fait, il y a deux artefacts qui le rendent très fort. C'est la pierre suspicieuse qui lui redonne un Feel No Pain à 5 ou l'amulette éthérée qui en fait lui fait ignorer les reines. Donc, en fait, il avait une save à 4, ignore les reines relançable, un Feel No Pain à 5 derrière. Donc c'était un énorme tank et un très bon mage. Et son aptitude de cause, c'est une bulle d'immune Battle Shock à 26 pouces. Sachant que c'est un perso Master Clan, il régénère en plus des points de commandement. Prochaine fois qu'il passera peut-être à 13 pouces, voilà. t'en sais rien. Peut-être. Donc lui, il était vraiment très bon. Je pense qu'à 300 points, on le verra quand même. C'est une des pierres angulaires de toutes les armées Skaven avec la cloche. On a vu, même on voit dans les listes TC des fois jusqu'à 3 cloches. Donc ça déjà, ça va plus être possible. Et on a parfois vu 2 cloches et un Warp Seer. Ça aussi, ça va faire un peu mal. Donc les persos Skaven montent en points, ce qui veut dire qu'il va falloir faire des choix. C'est-à-dire qu'avant, on en jouait 3-4. Je pense qu'il y en a un qui va sauter. Et le problème, c'est que le 1, c'est le fameux Technomage à 100 points qui est beaucoup trop fort pour être enlevé. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est le Vortex qui va y passer. On continue, ensuite on va parler des Plague Monk qui eux ont pris 10 points à l'unité puisqu'ils étaient à 70 pour 10 et 240 pour 40. Ils sont passés à 80 pour 10 et 280 pour 40. C'est mérité. C'est-à-dire que quand on regarde le méta international actuel avec les listes de l'ETC qui viennent d'être publiées, quasiment toutes les armées Skaven, ou Nurgle dans le cas de la France parce qu'on joue un Pestilence Nurgle, jouent 80, 120, parfois même jusqu'à 160 moines de la peste. En fait, c'est l'unité qui mettait le plus d'attaques par figurine pour son coût en points. On pouvait monter à 6 ou 7 attaques pour une figurine à 6 points ou 7 points. Bon, c'était... Voilà. Mieux que les squelettes, quoi. Le ratio était vraiment beaucoup trop bon, donc c'est un up qui est cohérent. L'unité reste très forte, elle va toujours être jouée. Par contre, forcément, quand chaque moine de la peste prend 1 point et qu'on en joue 150, on prend 150 points dans la liste. Sachant que les persos qui vont autour nous ont fait déjà prendre 100 points, on va être obligé d'en jouer moins. Et quelque part, pour le méta, c'est bien, parce que c'était une liste de hordes qui saturait vraiment beaucoup trop fort. Donc c'est plutôt bien. On va maintenant passer à tout ce qui va être baisse des coûts en points. On commence par la Ratling qui était à 80 et qui est passée à 60. C'est une baisse de points qui est logique. La Ratling Girl n'était pas assez forte pour 80 points. On en voyait peu, peut-être qu'à 60, elle vaut le coup d'être à nouveau testée. Après, le problème, c'est que c'est ces petites unités qui vont pâtir de la hausse des coûts en points à côté, parce qu'il va falloir qu'on trouve des points. Donc, c'est des petites unités failures qui vont sauter. Peut-être que les armes régimentaires vont sauter, mais à 60, elles donnent envie d'être retestées. Tu vois, moi, je dirais plutôt qu'en optique fun et pas ultra optimisé, où tu pars dans une optique de liste, où là, en effet, tu vas chercher tes tranches de points. Au contraire, pour moi, c'est un super up de se dire que tu pourrais peut-être en mettre 2 dans n'importe lesquelles de tes listes. C'est sûr. Après, en fait, le problème c'est de la Ratling, c'est bien en soi, mais elle en comparaison avec le lance-feu qui fait le même boulot en mieux. Elle vaut pas assez peu cher par rapport au lance-feu pour qu'on ait envie de la prendre. Après, effectivement, si tu as 60 points dans ta liste, pourquoi pas aller en chercher une maintenant? Tu sais, c'est toujours pareil, en fait, quand tu as 60 points dans ta liste, tu peux te dire, est-ce que j'ai envie d'en craquer 50 pour un PC, ou est-ce que je préfère pouvoir faire 2 DC-Tier et ainsi de suite. Ou un soleil violet. Ou non, un soleil violet. C'est Ça. ça. Surtout en Skaven, je dirais, maintenant. Après, ça dépend. En Skaven Horde, le soleil violet, t'as pas envie de te le reprendre. En Skaven Tier, le soleil violet, t'es content de le mettre. Non, il y a des optiques de liste qui sont à réfléchir. Ensuite, on va avoir une baisse de coûts en points des Storm Vermin qui sont passés de 140 pour 10 à 120. Donc ils ont perdu 2 points à l'unité quand même. Ils étaient à 500 pour 40 et maintenant ils sont à 450. Ça c'est vraiment bienvenu parce que la Storm Vermin c'était une unité qui est emblématique des Skaven. Il y a beaucoup de synergie Verminus autour de lui, notamment avec le Vermin Lord Warbringer qui malheureusement lui a augmenté, ce qui est un peu antinomique. Mais au final on passe à 12 points le Storm Vermin et on passe à 120 points les 10 pour 120 points 20 guerriers des clans. Donc en fait maintenant quand vous allez avoir vos 3 lignes, vous avez le choix de prendre 3 fois 20 guerriers des clans, ou alors de panacher ça un peu avec des régiments de Storm Vermin, ce qui peut être intéressant aussi.
Et vous pouvez vous faire une Death Star de Storm Vermin que vous pouvez bien buffer avec tous les spells Skaven qu'on commence à connaître, qui ne vaudra plus que 450 points au lieu de 500 et qui les vaut. Donc c'est vraiment bien ça par contre. Voilà. Ça va peut-être créer une nouvelle armée type clan Verminus qu'on ne voyait pas avant. Alors, grosse question pour toi. On voit aussi qu'ils ont quasiment baissé par 2 le coût en points de tous les bataillons de la convocation Malrouage, puisque la Crépitarque Voltique était à 110, elle est passée à 60. Enfin, encore une fois, faire un div 2, ça veut comme dire que tu t'étais bien planté lors de l'écriture. Ouais, c'était injouable. Totalement. Voilà. Ensuite, on a le gazier Toufmou qui était à 120, il est à 70. Le bout de feu infernal qui est passé de 140 à 90. Le grêleur à Malpierre qui est passé de 120 à 70. Et le tourbillon tranche-vent qui est passé de 130 à 80. Est-ce que c'est quand même jouable finalement? Parce que est-ce que le problème vient du coup en point ou est-ce que ça vient du fait que ça n'est juste plus cohérent? Parce qu'en fait, c'est des détachements fluff historiques, mais est-ce que ça se jouable? Est-ce que c'est jouable, pardon. En fait, la convocation Malrouage, c'est un espèce de méta-bataillon du clan Skryr qui vous oblige à prendre, alors j'ai pas le terme français, mais en anglais c'est les Engine Coven, vous êtes obligé d'en prendre 2 minimum. En fait, avant, rien qu'en prenant le coût des bataillons, on était à 300 ou 400 points. Donc en fait, c'était injouable direct. Voilà. Aujourd'hui, ça vaut le coup d'être retesté. Et ça va peut-être amener des listes pure Skryr, ce qui est une bonne chose. Voilà. Parce que les bonus sont sympas. Ça buffe le canon, ça buffe la petite arme régimentaire, etc. C'est pas des bonus qui sont trop forts, même si sur le canon, c'est vraiment très bien. Et donc voilà, c'est sympa de voir que cette liste qui était totalement injouable, parce qu'en fait, rien que dans sa conception, balancer 400 points dans un bataillon, bah, on n'avait pas envie de le faire. On va en balancer plus que 220, 230, ce qui les vaut, donc c'est bien. Voilà. On a terminé avec les petits rats. Est-ce que tu penses qu'alors que Skaven était top méta, Ouais. il va le rester ou est-ce qu'il passe juste top tier? Alors clairement, Skaven avait fait une rentrée tonitruante dans le méta, il avait ramené des listes de tir, il y avait des listes de saturation, on pouvait vraiment faire énormément de choses. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire plus de choix. C'est-à-dire que les gens qui avaient le beurre et l'argent du beurre en se disant je joue une méga masse avec le Pestilence, je l'immunise Bravery et je garde les bonnes armes du clan Skryr et les bons sorciers du Master Clan, on va être obligé de faire des choix, il va falloir sinon faire sauter des persos. Donc ça va forcément nerfer un peu la puissance de la liste. Maintenant, ça reste vraiment très bien placé dans le méta, le Skaven. Voilà. C'est-à-dire que quand on voit les listes TC actuelles, même si tu enlèves par exemple une cloche sur la liste, elle reste très forte. Ouais. Voilà. Si tu enlèves 30 moines de la peste, ça reste très fort. Après, il y a aussi les Pestilence bénéficiaient beaucoup de Locon, qui permettait de TP 40 moines de la peste pour les envoyer dans la tête du mec en face. Ça aussi, ça marche plus. Ça fait quand même un certain nombre de nerfs qui vont les faire re-rentrer dans la liste des poursuivants, derrière Doc et Séraphon, qui restent un peu au-dessus. Mais ils sont vraiment juste derrière. Ça reste une très très bonne armée. Ok, on passe maintenant aux FEC, aux Flesh Eaters courtes. On commence déjà par leur fac. Il va y avoir une modification de la page 62 avec soulèvement de masse. Ajoutez ceci, vous ne pouvez utiliser cette aptitude de commandement qu'une seule fois par phase. Bah ça là on l'attendait, elle est quand même assez logique. Les Skaven avaient une règle identique pour faire revenir des rats, ils avaient ça. Les Stormcast Hammer of Sigmar avaient ça. Flesh Eater, ils avaient oublié de le mettre. Ce qui rendait la Mourgone potentiellement dégénérée quand on avait envie de lire entre les lignes. Bon, bah maintenant c'est clair, on ne peut pas le faire. Voilà. Bon, on va dire que c'était un abus utilisé par certains joueurs à cause d'une virgule. Quelque chose par contre de très structurant sur une figurine qui était la beast du méta, ça va être la règle frappe sauvage, page 65. Remplacer la règle par ce général et sa monture combattent au début de la phase de combat s'ils ont effectué un mouvement de charge au même tour. Ce général et sa monture ne peuvent pas combattre à nouveau à cette phase, à moins qu'une aptitude ou un sort lui permette de combattre plus d'une fois. Avant, pour rappel, il combattait au début de la phase de combat. Qu'il est chargé ou pas, en fait, il s'en foutait. Et donc, il était très difficilement prenable. Ce qu'il fallait faire, c'était en gros taper une autre unité. Au début de la phase de combat, il n'y avait personne à 3 pouces de ce petit monsieur. Et derrière, on faisait un pile-in dessus pour pouvoir l'engager. Mais c'était super compliqué. Hein. Oui, mais justement, c'était super apprenant. En fait, c'est ça que j'aimais bien. La Gristalgore, c'est une très bonne liste, qui n'était pas god tier, mais qui était assez structurante pour le méta. Et en fait, en changeant ça, et en plus en augmentant quasiment tous les coups en points de ce qui était dans la Gristalgore, ils ont flingué la liste directe. En fait, elle est plus jouable maintenant. Donc je trouve que c'est un air attack qui est un peu trop violent. En fait, ce qui est intéressant dans la Gristalgore, c'était que ça, comme tu disais, ça apprenait vraiment à jouer, parce que pour gérer ce monstre, parce qu'il était monstrueux, il fallait vraiment réfléchir sur les placements, sur les pile-ins, sur ce genre de choses. Donc c'était quand même assez intéressant de jouer contre cette liste-là. Je suis d'accord. Et elle va disparaître. Mais à skill équivalent, si l'autre était pas trop con et mettait pas, on va dire, une brebis à côté du gars pour pouvoir charger la brebis. Ouais, t'avais les unités qui pile-in à plus de 3 pouces, un corn, les Sisters d'Author of Cain, enfin tu pouvais le choper, tu pouvais essayer de le ralentir, tu pouvais te le dézinguer à distance, hein. Les Skaven ils le tuent à distance et la question se posait plus. La Gristalgore était structurante, et en fait elle disparaît. Elle commençait déjà à disparaître, parce qu'en fait Slaanesh fait la même chose en mieux, sur les listes gros persos Slaanesh, qui font taper tout le monde en dernier, plutôt que d'en avoir un seul qui tape en premier.
Donc déjà, la Crystal Gore commençait à reculer un peu. C'est même pour ça que nous, en équipe de France, par exemple, on a arrêté de la jouer, on l'a remplacée par une Slanesh. Et là, ils ont carrément pris le perso, ils l'ont tué. En augmentant en plus les coups en points. Donc je trouve que c'est un peu de haine sur le Flash Hitter. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez 4 allégeances majeures en fait sur le Flash Hitter. La Crystal Gore qui est plus jouable, la Morgone qui est maintenant erratée, donc on ne peut plus faire rip-up des ghouls à l'infini. Donc en fait, on ne la jouera plus. Il reste la Holomourne et la Blister Skin. Et elles vont revenir, surtout la Holomourne, parce qu'en plus les Cryptorors ont baissé. Donc c'est intéressant, on va voir revenir 2 nouveaux builds. Et le build de Holomourne, il est très bon. On va donc parler des changements en coup en point. Un qui était très attendu, c'est rigolo. On n'a pas pu mettre un petit doigt quand on parlait d'Escaven, mais là on va pouvoir le faire avec l'Arc Régent. Sous-entendu le personnage qui était une exclusivité exactement de la boîte, qui lui est passé de 220 à 240 points. C'est logique. En fait, le gars valait 200 points, il a invoqué 200 points de ghoul. À un moment, stop. Voilà, en plus il a le très bon sort qui rajoute des 3 attaques, c'est un sorcier niveau 2, il tape en lui-même, il invoque à côté de son trône sans utiliser de point de commandement. La coupe est pleine, n'en jetez plus, donc ils lui ont fait prendre 40 points. Ce qui veut quand même dire que pour 40 points, vous avez un vampire avec 7 attaques qui balance 2 spells, dont un spell qui fait des 3 attaques en plus. Ça reste très très fort. Mais du coup, maintenant c'est cohérent par rapport à son coup en points. Il y a des petits malins, parfois j'ai vu des listes où ils ont joué 4. Voilà, bon, ça c'est fini. Voilà. Donc pour ceux qui n'en joueront qu'un, mine de rien, c'est 40 points pris dans la tête. Donc c'est un CP de moins, parce que les listes Flash Hitter sont très consommatrices en CP. Du coup, c'est quand même un bon nerf. Mais mérité. Ensuite, on va voir Laborant Ghoul King qui est passé de 140 à 160 points. Alors ça, par contre, c'est moins logique. Déjà, parce que le personnage est moins joué, il est moins impactant. Il invoque lui aussi 100 points de ghoul. Alors que l'Arc Régent était totalement gratuit, lui, il valait quand même virtuellement 40 points. Là, il en prend 60 pour un sort qui est moins puissant, un sorcier de niveau 1 et un personnage pas très impactant corps à corps. C'est peut-être un peu sévère, celui-là. Ensuite, on a son profil, mais cette fois-ci posé sur un Terror Gas qui était à 400 et qui passe à 420. Alors en soi, c'est logique. À 400 points, c'était un monstre. Voilà. On remarque que c'est marrant, cette augmentation en fait, le fait sortir des mercenaires. C'est-à-dire qu'en fait, les mercenaires qu'on a vu dans Forbidden Power disaient que vous n'aviez pas le droit de jouer de Terrorgeist à pied. Mais ils vous disaient que vous aviez le droit de jouer à un roi ghoul sur Terrorgeist. Mais 400 points maximum. Bah non, voilà, on comprend pourquoi vous avez plus le droit de le jouer aussi. Alors, pas pour la question mercenaire, mais de manière globale, c'est quand même logique qu'ils prennent 420 points. Maintenant, ça retape encore sur la Crystal Gore quand on jouait 2. Ils viennent de prendre quand même 20 points sur leur 2 Ghoul King, donc 40, et 40 points sur leur Arc Régent, et 20 points sur leur Ghoul King à pied. Donc ils viennent déjà de prendre 100 points, avec un personnage dont l'impact a été divisé par 2, ça fait trop pour une liste. Attends, on va parler de la seule ligne qui a baissé, ça va être les Cryptorors qui est à 160 et qui sont à 150. Bah mine de rien, en fait, dans le build Holomourne dont je parlais tout à l'heure, les Cryptorors, ça devient une enclume extrêmement résistante, et capable de foutre des bonnes baffes, et on en joue en général 6, 9 x2. Donc en fait, tu viens d'économiser 80 points là-dessus. Voilà. Et 80 points, tu es content de les économiser par contre pour le coup. Donc je pense que le build de Holomourne va revenir. On passe maintenant aux sorts persistants qui, eux, ont vu leur coût en points augmenter. On a le Cadaverous Barricade qui est passé de 30 à 40 points, le Calice qui est passé de 40 à 50 et le Corpsemare Stampede qui est passé de 60 à 70. Alors pour la barricade, c'est parfaitement mérité. Pour le Calice, qui est un excellent endless spell, il aurait même pu prendre encore plus cher, on l'aurait quand même joué parce que lui il est vraiment très très fort. Pour le Stampede, c'est un petit peu dommage parce que c'était un bon spell, mais qui valait ses 60 points, 70. Je pense qu'à cause de ça, on le verra plus. Alors que c'était un spell qui était sympa mais qui n'était pas game break. Alors que le Calice, lui on continuera à le voir, et lui pour le coup il est game break. Il faut savoir que, mine de, les Flash Hitters courtes ont séduit énormément de personnes en fait, tout comme les Skaven on en parlait, sauf que là je trouve que ça a séduit plus de personnes, de nouveaux joueurs, alors qu'ils partaient sur des kits assez vieux, bien conservés, mais quand même assez vieux. Ici, qu'est-ce que tu dirais à un joueur Flash Hitter courte qui vient juste de finir sa peinture ou voilà, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ses nerfs? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il va toujours être quand même assez fort et surtout polyvalent en fait, parce que c'est ça aussi l'intérêt des FEC. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce genre de joueur? Par exemple, si vous avez un Abhorrent Ghoul King sur Terrorgeist, avant vous partiez sur la Crystal Gore spontanément. Aujourd'hui, je pense que la Crystal Gore ne vaut plus le coup. Ça ne veut pas dire que la figurine n'est plus jouable. Vous pouvez très bien jouer en Holomourne et avoir un général sur Terrorgeist. En elle-même, la figure reste très puissante. Elle frappera plus toujours en premier, bah c'est pas grave. Vous la jouerez différemment. À votre tour, de toute manière, vous chargerez. Si vous avez besoin de la faire taper, vous la choisirez comme première unité activable. Ça ne changera pas grand-chose et vous aurez vos 2 enclumes à côté. Donc en fait, votre collection reste parfaitement viable. C'est juste qu'il faudra changer la cour ou alors peut-être sortir des fameuses cours. On rappelle aussi que vous n'êtes pas obligé de prendre une des 4 grandes cours. Vous pouvez customiser une pseudo-allégeance en choisissant des illusions. Ça peut être sympa d'aller voir là-dedans. Avant, on allait systématiquement jouer la Crystal Gore. Flash Hitter, jusqu'à présent, c'était Crystal Gore, c'est tout.
On voyait de temps en temps des Hollow Mourne, rarement j'ai vu une Blister Skin ou des Mourgaunt basés sur un glitch qui marche plus aujourd'hui. Mais avant, voilà, Flesh Eater c'était Crystal Gore. Aujourd'hui, maintenant, Flesh Eater ça va être tout le reste. Donc quelque part, c'est intéressant aussi de voir qu'il va y avoir un renouveau sur cette armée-là, qui baisse quand même un petit peu dans le méta, parce qu'il y a un prédateur qui est meilleur qu'elle, qui est arrivé, qui est Slanesh, et qui lui fait quand même très mal en match-up. Mais la mer reste bonne. On va maintenant parler à un gros up, un up qui fait super plaisir. On en parlait, mais c'est aussi une armée qui a fait soumettre énormément de personnes à Age of Sigmar. Ça va être les Goublins, les Gloomspite. Ouais. Et là, pour le coup, c'est que du bon en fait. C'est quasiment de la baisse de coups en point. Et c'est bien parce que la conclusion de notre analyse, c'était de se dire que l'ensemble des entrées étaient 15 à 20% trop chères. Ouais. Le seul défaut, c'est qu'ils ne sont pas allés assez loin. Il y a des unités qui auraient mérité de baisser en points, notamment les Stabas en fait, qui sont les unités classiques de l'armée, qui sont les gobelins de close, et qui eux n'ont pas baissé. C'est la seule doléance, sinon tout le reste c'est que du bon. Au niveau de la fac, c'est du rewarding qui est plutôt lié à des traductions. Il n'y a pas de changement structurant, mais je vous invite quand même à le lire. On va se focaliser ici vraiment sur l'équilibrage de la liste avec son coup en point versus les autres. On va commencer par les Shootas. Les Shootas, ils étaient à 130, ils sont passés à 120 points sans réduction de masse. En fait, c'est bien parce qu'ils étaient au même prix que les Stabas, et ils étaient moins bons. Les Shootas, c'est ceux qui tirent, ils n'avaient pas les boucliers, ils n'avaient pas les filets, enfin ils étaient vraiment moins bons. Maintenant, les Shootas auraient peut-être pu baisser à 110, et les Stabas auraient pu passer à 120. Voilà. Bon. Ça reste bon à prendre, voilà, parce que ça permet, si on veut vraiment pas jouer de gros packs de gobelins, ce qu'on a quand même envie de faire avec le Longshrine, mais si on veut vraiment jouer une liste classique de gobelins où on mélange un peu de tout et on a besoin de nos 3 lignes, on économisera quand même 30 points, c'est sympa à prendre. On avait aussi pas mal critiqué les listes basées sur les trolls. Ouais. Ici, on a le premier puisque le troll boss passe à 270 points. C'est vachement bien parce qu'en fait, il va aller 300 points comme le Shaman sur Ragnarok et comme le Loon Boss sur Mangler's Quick, tu vois où je veux en venir. Ouais. En fait, ils étaient tous à 300 et lui il était moins bon, donc on disait c'est quand même triste, il tient pas la comparaison avec les copains qui valent le même point. Donc là, on se dit il a baissé, c'est cool. Le problème, c'est que les autres ils ont baissé aussi. Alors justement, la meilleure transition, c'est pour parler du Loon Boss sur Mangler's Quick, la Beast. Enfin franchement, le mec, il te fait 20 PV par tour. Là, il était à 300, ils ont trouvé un moyen de le baisser. Alors que franchement, il est tellement fort, il est ultra synergisable, tu peux taper, te barrer, et ainsi de suite. Il est à 300, il est à 280. En fait, lui, c'est le seul buff qu'on comprend pas. Non mérité. Alors le troll, il vaut carrément ses 270 points par rapport à ses 300. Il pourrait même valoir moins cher, mais c'est un autre débat. Par contre, le Loon Boss sur Mangler's Quick, il valait ses 300 points, parce que c'est quand même un boulet de démolition. Alors, il était fragile, donc il demandait d'être bien joué. Mais comme tu disais, il est très, très synergisable, et il vous rentrer dedans, il vous balayer quasiment n'importe quoi. Donc lui, le voir baisser, c'est une très bonne surprise pour les joueurs gobelins, qui en jouent quasiment systématiquement un, et qui vont être contents de voir ça. Ensuite, tu en as parlé aussi, on a le Web Spinner Shaman sur Ragnarok, qui était à 300, qui est passé à 280. Ah, ça c'est pas mal, parce qu'en fait, les listes araignées, très glace canon, dont on avait parlé avec les grosses synergies de blessures mortelles, en fait, ont besoin de ces persos pour les synergiser. Et toutes les Ragnarok ont baissé. Donc c'est une bonne nouvelle pour cette liste-là, qu'on voyait quand même assez peu, qui est sympa et à jouer et à affronter. Pour parler des Ragnarok, on a la Ragnarok Spider avec 4 étoiles qui est passée de 270 à 250 points. La version avec la tribu guerrière qui est passée de 250 à 230. Et la version, on va dire, standard qui est passée de 250 à 240 points. Mine de rien, c'est à chaque fois 20 points ou 10 points de gagné. Il y a des listes qui en jouent 2 ou 3, on gagne 50 points, on se paye un CP en plus, ou on se paye un soleil violet, ou on se paye... des petits Endless Spell Gobelins qui sont pas désagréables. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Voilà. La liste araignée reste une bonne liste, qui a des match-ups horribles pour elle, mais qui impose aussi des match-ups horribles aux adversaires, notamment les Stormcast, des choses comme ça. Donc c'est assez sympa de voir ces changements-là. Ensuite, on a l'espèce de petite formation avec tous les petits personnages. Le Goba Palooza. Merci. Qui est passé de 220 à 200 points. Ouais, c'est très bien, parce qu'en fait, les figurines... charismatique. Ouais, les figurines sont hyper charismatiques, elles sont complètement déconnantes, délirantes dans le style des gobelins. C'était injouable, enfin, malheureusement, j'en avais jamais vu un seul sur une table. Est-ce qu'à 200, ça va les rendre jouables? Peut-être pas forcément, peut-être que ça continuera à baisser encore dans les années à venir, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un effort qui va dans le bon sens pour cette unité-là. On a commencé à en parler tout à l'heure, c'est les armées basées sur les trolls. Ici, deuxième baisse de coût en points, puisque le Tankhold Trogot est passé de 220 à 200 points, donc 10%. Ouais, c'est mérité. C'est mérité. Ça fait 600 points l'unité de 3 Trogot. Ça, on peut la mettre en comparaison avec les 600 points l'unité de 30 Berserker Fireslayer. Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison? Je pense que je vais rester gentil. Voilà. Et après, on va dire que c'est parce que je suis petit, tout ça, et que je défends les miens. Et c'est un petit peu vrai. Voilà. Mais j'en ai rien à foutre, c'est meilleur. Bon, malheureusement, ils sont toujours un peu chers, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Une fois dans ma vie en tournoi, dans l'Est, j'ai vu une liste full troll. Et ben, le gars va être content, il y a toute son armée qui a baissé.
Est-ce que ça la rendra jouable? Il va Peut-être devoir pas, en rajouter un. mais il va pouvoir en rajouter un. C'est bien. Ensuite, on continue avec les Fellwater Trogot qui passent de 160 à 150 points. C'est pareil, c'est une baisse qui va dans le bon sens. Le Rockgut Trogot qui passe de 160 à 140 points. Ah, ça, c'est une vraie bonne baisse par contre, parce que c'est quand même pas une unité qui est mauvaise en soi, parce que l'infanterie monstrueuse a un problème de placement en fait dans AOS. Mais ça reste une infanterie monstrueuse qui est correcte, contrairement à beaucoup d'autres. Et sa baisse en points de 20 points est quand même assez impactante. Et enfin, on s'attaque au sort persistant avec le Malevolent Moon qui passe de 50 à 40 points. On a le Mork's Mighty Mushroom qui passe, lui, par contre, de 80 à 90. C'est la seule hausse de points en points de ce Battle Tome. Et enfin, on a le Scrap Skull Arachnodron qui passe de 50 à 40 points. Donc sur la Moon, c'est bien, on la verra peut-être autrement que pour simplement faire le marqueur de la Lune. Parce que jusqu'à présent, j'ai vu ce spell ne servir qu'à marquer là où était la Lune, ce qui était en plus une bonne idée. Le Mighty Mushroom, c'était un sort qui était assez impactant, qu'on voyait assez souvent. Maintenant, est-ce qu'il méritait une hausse de points? Bon, ça reste 10 points, c'est pas énorme. Donc on s'en contentera, vu toutes les baisses de points dans l'armée, c'est pas bien grave. De toute manière, on en a gagné 20 points avec le Mangler, hein, donc voilà, on en perdra entre guillemets 10 là-dessus. Et le Chaudron, c'est un vrai bon Endless Spell, par contre, qui baisse, c'est une bonne surprise. Alors, je vais te poser des questions. Enfin, moi, je trouve que vraiment les Gloomspite, c'est une des armées les plus charismatiques de Age of Sigmar. Enfin, de toute façon, dès que tu touches aux orques et aux gobelins, enfin, c'est trop classe. Ici, tu avais critiqué le codex de frais amusant, mais malheureusement un petit peu trop cher pour être compétitif. Et c'est vrai qu'en croisant des gens dans les tournois, que ce soit à l'interrégion, à la Megabash ou ce genre de choses, les gens kiffaient jouer cette armée, mais objectivement, ils disaient ouais, mais je serais préféré que ça soit un peu plus fort. Et pourtant, ils la jouaient quand même, ce qui est assez représentatif. Je crois que dans l'équipe qui a gagné l'interrégion Age of Sigmar l'année dernière, encore bravo les gars, il y avait un gars qui jouait Gloomspite, et il me semble qu'il n'a pas gagné une seule game. Je crois, hein, peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble qu'à la fin, il est venu me dire j'ai pas gagné une seule partie. Est-ce que tu penses que là, ça va contrebalancer, parce qu'il y a une forme de méritocratie aussi. Les mecs, ils ont peint leur armée, ils ont kiffé leur armée, et tu sais, il y a un arrière-goût de merde quand même, ils se disent bah ouais, mais bon, à côté, c'est pas gagné. Malheureusement, je dis malheureusement parce que j'adore cette armée. Elle est hyper sympa à jouer, elle est hyper sympa à affronter, et dans tous les cas, en plus, les gens qui la jouent, la plupart du temps, c'est des bons joueurs qui mettent l'ambiance à la table, etc. Donc c'est vraiment une armée qu'on est content de voir. L'effort va dans le bon sens, mais il n'est pas encore assez fait. En fait, les unités emblématiques de l'armée, qui sont les Boeing Grot Bounders ou ce genre de choses, n'ont pas baissé. Les gros pâtés de 60 gobelins, la doléance principale, elle est là, n'ont pas baissé. Alors ok, mais alors la troisième optique de liste, c'était la liste full araignée avec les trucs de mortel. Est-ce que ça, par contre, c'est plus jouable? Parce qu'on l'a vu, mais tu vas gagner peut-être 100 points avec les baisses de points. En fait, cette liste, on la voit quasiment jamais, parce que je pense qu'au niveau modélisme hobbyistique, elle n'est pas hyper intéressante. Parce que déjà, les figues, pour le coup, les araignées de base sont quand même assez vieilles et font jouer 60. Donc je pense que ça peut rebuter les gens. Cette liste est meilleure qu'avant, ça c'est sûr. La liste troll est meilleure qu'avant, c'est-à-dire elle est passée de archi nul à juste nul. Le mec que tu citais, c'est le seul joueur français. Ouais, je pense que c'est le joueur Fallen Troll. c'est ça, putain. Mais voilà, bon, ça reste une liste entre guillemets de hobby, de fun, etc. La liste gobelin classique qu'on voit en tournoi, va quand même gagner un peu sur ses shootas et va gagner sur son Mangler's Quick. Donc au final, elle va gagner 50 points, 60 points. Peut-être que c'est ces 50 points-là qui vont permettre de rentrer un petit Endless Spell qui va bien, un point sur le soleil violet ou ce genre de choses. Pas forcément besoin de CP, hein, les gobelins en génèrent énormément. C'est un buff qui va dans le bon sens. Je pense que ça pourrait être encore mieux, mais voilà. On va maintenant parler de la dernière faction qui a vu une modification de Sukkot en points. Parmi les oubliés, c'est Blade of Khorne. Déjà, avant, est-ce que tu peux resituer le Battle Tome Blade of Khorne en termes de méta? C'est quoi leur style de jeu? C'est tout dans ta gueule? C'est des prières? En fait, il y a deux styles de jeu en Blade of Khorne. Vous avez vraiment le style mortal, qui est plutôt l'enclume. Vous avez une unité qui est vraiment très forte, qui sont les Blood Warriors par 30, qu'on peut vraiment synergiser avec la Gortaille, avec les buffs des prières, ce genre de choses. On peut les faire aller très vite, avoir une bonne sauvegarde, ils tapent quand ils meurent, ils peuvent le faire 2 fois. Donc c'est vraiment sympa. Ça manque un peu de punch, mais ça tank très bien, et ça prend bien la table. Donc c'est une liste pour jouer les scénars. Et après, vous avez la classique, entre guillemets, quête buveur de sang, qui tapent les uns après les autres en se faisant des passes comme ça. Et les catcheurs. Voilà, c'est ça, les catcheurs, ils se font des tags et ils tapent. Cette liste a pris des buffs parce que tous les buveurs de sang ont baissé en points. Et pas qu'un peu. Donc en fait, cette liste, elle avait le problème d'être inférieure à la Crystal Gore, car elle voulait faire la même chose, mais elle le faisait moins bien. La Crystal Gore est morte, et eux, ils ont baissé en points. Donc en fait, ils repassent devant. Maintenant, leur problème, ils vont avoir le même problème que la Crystal Gore, c'est leur match-up face à Slaanesh. Et je pense que malheureusement, ils le perdent. Mais ça va quand même dans le bon sens pour Khorne, et il y a aussi une baisse de points du Blood Secrator, qui est la figurine auto-include dans toutes les armées de Khorne, qui perd 20 points, donc ça paraît très bonne surprise. De 140 à 120, ouais. Très bonne surprise pour les joueurs Khorne, pas mérité, parce que 140 il les valait, mais les joueurs Khorne sont contents de le prendre. Pour illustrer tout ça, on va commencer par le Skullcadon qui était à 140 et qui passe à 130 points, mais est-ce que c'était joué? Non, c'était pas, en fait il a commencé à 180, il n'était pas joué, Games a fait l'effort de le mettre à 140, toujours pas joué, 130, il y a quand même des formations avec les Skullcadon qui sont pas mauvaises.
En plus, il a pris un buff sur son War Scroll, ce qui est quand même très rare que les War Scrolls soient modifiés. Lui, son War Scroll a été modifié, qui retire quand n'importe quelle attaque de la figurine fait une meurt, et pas juste la bouche, quoi. Donc au final, il commence à être bien jouable. Voilà. Après, est-ce qu'on a envie de tirer quand on joue Khorne? Bah en fait, est-ce que tu vas pas être obligé pour aller sniper la menace? Bah, je pense qu'un Skull Cannon se rentre dans une liste. Voilà. Et dans les listes à 4 buveurs avec un Blood Secrator, on vient de gagner 100 points. Donc si on était à 1970, on est à 1870 et lui il rentre tout pile. Donc pourquoi pas? T'en as parlé, on a le Blood Secrator qui est passé de 140 à 120 points. Est-ce que tu veux rajouter un truc? Bah non, il était très bon, il l'a encore plus, donc jouez-en. D'accord. Ensuite, on a Valkav the Bloody qui était à 120 et qui passe à 140. Donc là, pour le coup, c'est un nerf. Ouais, c'est le seul nerf, je crois, si je dis pas de bêtises, du Battle Tom. Ce qui est un peu triste, Valka était une très bonne unité de chasse, assez impactante, mais qui ne créait pas de synergie d'armée autour d'elle, etc. Son up en points fait assez mal pour cette pauvre Valka, que malheureusement on verra encore moins, c'est un peu triste. T'en as parlé tout à l'heure, ça va être les buveurs de sang. On a celui de la Rage Infinie qui était à 280 qui passe à 270. Celui de l'Unfeatured Fury qui était à 300 qui passe à 270. Et pourtant il est bon lui, et il perd 30 points. Donc, On a Scarbrand qui était à 400 qui passe à 380. Et ensuite, on a le Gourou de Khorne qui était à 320 qui passe à 300 points. bah, c'est que des baisses. Hein. Donc très honnêtement, dans la liste où vous jouez 4 buveurs, alors je crois que Lost c'est les Seigneurs de la Vengeance ou les Seigneurs du Meurtre, quelque chose comme ça, enfin quelque chose de très viril et de très corne. On jouait 4 buveurs dans cette liste. Donc ça a bien été faqué qu'en fait, quand ils enchaînent grâce au bataillon, le fait qu'il y en a un qui tape, puis le deuxième tape, puis le troisième tape, vous ne pouvez pas utiliser la double activation, parce qu'en fait les deux effets se font après, et après ça veut dire immédiatement après et pas plus tard. Mais sans dépenser de points de commande pour la double activation, vous avez quand même un bataillon qui vous permet d'avoir 4 buveurs de sang qui tapent les uns après les autres. Et quand dans ces 4 buveurs de sang, vous en avez 2 ou 3 qui ont ceux avec la grosse hache à deux mains, qui font que quand ils font un 6 pour blesser, dans un rayon de 8 pouces autour de l'impact, ils mettent 4 mortels. Quand on a 3 qui tapent et qui sont buffés notamment par le Blood Secrator, on jette quand même une quinzaine de dés, donc on fait 2 ou 3 6, donc on met quand même beaucoup de mortels en rayon. Vous complétez ça avec celui qui permet de pile à 6, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater vos charges, et vous avez une liste très Khorne, et 4 buveurs quand même, donc qui est joli sur la table, et qui est sympa à jouer. Donc c'est un bon buff pour Khorne. On a fait le tour des oubliés du manuel du général. Ici, il y a quand même eu dans la fac quelques petites modifications. Côté Nightone, on va avoir la cage des âmes qui a été modifiée. Oui, en fait, avant, ils ont harmonisé le wording en fait, de la plupart de leurs règles. Avant, la cage des âmes vous disait que vous frappiez en dernier. Maintenant, ça vous dit que vous frappez à la fin de la phase de combat. Comme tout ce qui est frappé en premier, maintenant, c'est au début de la phase de combat. Le changement avait été fait, par exemple, sur les idonettes au tour 3. Maintenant, il est fait sur la cage des âmes, c'est bien. Yes, donc ça a valu en fait quasiment la réédition des facs de beaucoup de factions. On va pas s'arrêter dessus, encore une fois, c'est un synonyme en termes de wording de phase. Ensuite, il y a eu une clarification au niveau de Nagash et Arcane, puisque Nagash et Arcane connaissent le sort connu par d'autres sorciers. Des Ex-Gorger Skull peuvent-ils faire oublier ces sorts? Et la réponse est seulement s'il n'y a pas d'autres sorciers à portée qui leur permettraient de le réapprendre. Parce qu'en fait, comme ils connaissent les sorts des sorciers sur le champ de bataille, ils l'oublient, puis ils le rapprennent tout de suite après. Voilà. Donc ça, c'est une clarification parce qu'il y avait un petit trou dans les règles. Autre clarification assez importante, c'est sur la Legion of Grief, qui a été introduite dans Forbidden Power, et qui prend un buff énorme, je vais en parler juste derrière. En fait, ce n'est pas une Legion of Nagash. Donc vous n'avez pas accès au privilège de Shaiish qui fait que quand vous faites un 9+ pour lancer un sort, le sort se lance 2 fois. Et vous n'avez pas accès au domaine de sort basiquement. Voilà. C'est pas forcément instinctif de se dire que la Légion of Grief n'est pas une Légion de Nagash contrairement aux 3 autres. Voilà, donc ça a été clarifié. Le gros buff qu'ils ont pris, c'est qu'il y a une question qui est apparue comme ça dans le bouquin de base. Est-ce qu'on peut réduire une caractéristique en dessous de 0? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que vous pouvez infliger une bravoure négative. Donc, par exemple, sur les Skaven, qui ont 4, sachant que l'armée de Légion of Grief met facilement entre -6 et -9, C'est ce que j'allais dire, vous pouvez vous avoir des Skaven à -5. Voilà, et donc là, le moindre cri de Banshee fait dépoper le pack de 40 direct. Hein. Parce qu'en plus, on rappelle qu'ils ne peuvent pas être immunisés avec le bon bataillon Nightone, ils ne peuvent pas être immunisés au test de Battle Shock. Donc ça, c'est un gros buff pour cette légion-là, qui, comme on en avait parlé la dernière fois, n'a pris que des buffs 100 points. Je pense que c'est une armée qui va devenir intéressante à jouer. On a fait le tour de l'ensemble des modifications qui devraient normalement impacter 2019. On avait commencé avec un manuel général qui habituellement dicte le méta. Là, Game Workshop a mis le dernier coup de tampon dessus avec cette Big Fac. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les modifications sur la représentativité des codex en compétitif? Tu as fait l'exercice de noter pour l'ETC la représentativité des codex au sein justement des différents pays. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est gentil, je vais pas m'attribuer le mérite des autres. Ouais, c'est un copain qui l'a fait pour moi et qui a bien fait le boulot. Donc la liste la plus jouée à l'ETC, c'est sans surprise le Skaven, qui est présent dans quasiment tous les rosters, qui va y rester.
Ok, il a pris des nerfs, mais il va quand même rester là. Ensuite, on a Slaanesh. Alors là, pour le coup, au tout début, quand on a fait l'analyse du Battle Tome, on ne s'était pas rendu compte de la violence de ce que c'était. Et en fait, dès qu'on commence à tester sur table, en fait, c'est son système d'invocation qui est dégénéré. Le problème de Slaanesh, pourquoi il risque de rester très longtemps top méta, c'est parce qu'il n'est pas couvert par ça, par les nouvelles facs. Parce qu'en fait, comme il est récent, Games n'a pas de recul sur les points. Il y a eu des rumeurs comme quoi la Big Fac de décembre modifierait les points pour la première fois dans AES et n'attendrait pas le manuel général suivant. Donc on attend de voir si c'est vrai ou pas. Et je pense que pendant 6 mois, Slaanesh, ça va être un vrai challenger qu'il va falloir prendre en compte pour le méta. Ensuite, troisième liste la plus jouée, c'est Daughter of Cain. Donc en fait, c'est la seule liste du top 5 des listes les plus jouées qui ne date pas des tout derniers Battle Tomes sortis. Daughter of Cain reste très fort, va le rester. Les facs l'ont pas impacté du tout. La hausse des points dans le dernier manuel général, comme je l'avais dit la dernière fois, on survivra. Donc Doc, vous les verrez toujours. Excuse-moi, je vais juste noter en fait qu'au niveau des documents mis à jour sur la liste des facs, il est écrit que les d'auteurs en fait ont été modifiés. Mais en fait non, il y a une erreur d'URL en fait, puisque quand tu cliques sur ce qui a été modifié, ça te redirige vers Khorne. Ouais, au début je me suis dit c'est quoi ces règles, de quoi il parle, je connais pas mon armée en fait, bon si. Ensuite, la quatrième liste la plus jouée à l'OTC cette année, c'est Flesh Eater courte, et quasiment que du Crystal Gore. Je crois même que du Crystal Gore. Bon ça par contre ça a beaucoup baissé. C'est ça le vrai changement au niveau du méta induit par cette fac là, c'est que la Crystal Gore va disparaître. Du coup forcément on va en voir moins. Est-ce que la Hollow Moon ou la Blister Skin vont réussir à la remplacer? Pas sûr. Et la dernière c'est les Flyer Slayer, donc en fait ils ont le même entre guillemets problème que Slaanesh parce qu'ils n'ont pas été touchés par les modifications des coups en points. Donc pendant au moins 6 mois jusqu'à une éventuelle Big Fac en décembre, ils vont rester aussi top méta. Donc voilà, le méta est assez bien dessiné. Donc ça c'est le méta international. La grosse blague, c'est que sur les 17 types d'armées jouées, la moins représentée encore une fois, c'est le Séraphon. Il y en a 2. Il y en a un chez nous, et il y en a un dans je ne sais plus quel pays qui joue une liste en plus assez spéciale avec des terradons, enfin une unité qu'on n'a jamais vue en France. Donc le Séraphon, il est vraiment sous le radar, et après le reste, c'est quand même assez classique. C'est ouf, excuse-moi, c'est exactement ça en fait, c'est sous le radar en fait. C'est des armées qui sont soit peu représentées, soit qui ne sont pas vues en fait par Game Workshop sur les gros tournois américain, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais l'inspiration de Game Workshop sur l'équilibrage vient outre-Atlantique, et donc c'est plutôt positif quand on est Séraphon. Ouais, c'est ça, notre joueur Séraphon, il va encore se régaler. Après, on a vraiment des classiques. Dans quasiment tous les rosters, il y a la Sainte Trinité, vous avez les Doc, le Skaven, et après soit Fire Slayer, soit Slaanesh. C'est quand il y a et Doc, et Fire Slayer, et Slaanesh, et Skaven que ça va commencer à être un petit peu compliqué, ce qui est notre cas, vu que nous on joue ça plus un Séraphon. Mais voilà, le niveau de l'ETC cette année est quand même très relevé. Il y a vraiment beaucoup de bons rosters. Et on voit que les derniers Battle Tomes sortis ont tous fait une entrée assez fracassante dans le méta. On espère simplement que ça va pas être une course à l'armement où chaque nouveau Battle Tome sorti va remplacer les autres. On tempère ça tout de suite en te disant que le prochain Battle Tome à sortir c'est Sylvanette et qu'il va pas fracasser le méta. On a donc fait le tour. Un grand merci à toi Pride pour avoir fini le boulot bébé. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager et si c'est pas le cas, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et ça c'est des petits doigts de nain mon pote. Top péta ma gueule. Ouais. Et on vous dit à plus les Wargamers.